Le moment est venu pour donner l'opportunité à l'expert du jour de se présenter. Bonjour tout le monde, je suis le docteur Alexandre Existe, que mes compatriotes haïtiens pour la plupart connaissent. Je suis un spécialiste en maladies, je suis médecin, spécialiste en maladies infectieuses. J'ai fait une première maîtrise en sciences biologiques et médicales en France, à la Petite-Salpêtrière. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise en gestion de projet à l'université Quisqueya en Haïti. Je me suis poussé un peu plus dans le secteur de la parasitologie, mais je continue à faire des enseignements dans plusieurs facultés de médecine, tout autour des pathologies infectieuses. C'est pour moi tout un plaisir d'être avec vous cet après-midi et j'espère que, à travers cet exposé, vous ferez comprendre le bien fondé des démarches qui sont mises en place dans le cadre du diagnostic de cette maladie nouvelle, mais qui fait parler beaucoup d'elle, la maladie au COVID-19. Merci. Merci, Dr. Existe. Je crois que les prestataires seront vraiment édifiés de votre présentation. Donc, au niveau du hub, j'ai avec moi Renaud, qui est l'informaticien du LNSP, et c'est attaché à ECHO. Et d'autre part, nous avons notre confrère Jimmy, qui est également informaticien au niveau du LNSP. Donc, maintenant, je vois que HIC s'est branché en grand nombre. Je demande à Derival de se présenter ainsi que 3 autres membres de HIC. Derival de HIC. HIC, ouvrez votre micro, s'il vous plaît. Si Derival n'est pas là, il y a une jolie demoiselle qui est assise à la première chaise. Je demande à cette dame de se présenter ainsi que 3 autres membres de HIC. HIC, s'il te plaît. Ok, HIC n'est pas prête. Donc, on se rend automatiquement au Cap Haïtien, à l'hôpital universitaire Justinien. Je vois que le responsable du laboratoire est là, M. Renaud. Vous êtes vraiment joli cet après-midi. Donc, je vous donne l'opportunité de vous présenter ainsi que 4 membres de votre laboratoire. Je suis Renaud, technologie médicale, chef de service de laboratoire Justinien. Vous présentez 3 autres membres de votre laboratoire. Jacques Lelisca, technologie médicale, responsable de qualité au laboratoire de l'hôpital universitaire. Donc, nous aimerions avoir une dernière qui sera sans nul doute une femme. Malheureusement, on ne vous entend pas. Technologiste médicale et responsable biochimie. Ok, merci, bravo. Donc, comme vous le savez déjà, mes chers collègues, le projet ECHO est un programme d'apprentissage basé sur les cas cliniques. Nous aurons 2 cours de présentation didactique pour chaque session et la majeure partie de notre temps sera consacrée à la discussion de cas qui sont tout à fait réels. Donc, il y a une toute petite question. Malheureusement, la question, on ne va pas l'afficher.
mais quand même, je vais la poser. Vous gardez la réponse et au moment opportun, je vais vous demander la meilleure réponse. Vous êtes là? Nous sommes à combien de sessions de Lab Echo Haïti? Si choisissez la bonne réponse, petit A, la première, petit B, la deuxième, petit C, la troisième. Je reprends la question. Nous sommes à combien de sessions de Lab Echo Haïti? Choisissez la bonne réponse. Petit A, la première, petit B, la deuxième, petit C, la troisième. Donc, cette session de Lab Echo sera enregistrée. Veuillez activer votre webcam pour la visibilité de votre caméra. Donc, maintenant, le moment est venu pour que nous allons entendre la présentation du cas par M. Ronald Saint-Jean, qui travaille à l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Maur. Donc, Monsieur Saint-Jean, vous êtes là, vous êtes prêt? Votre micro est fermé. Monsieur Saint-Jean. Monsieur Saint-Jean, votre micro est fermé. Et ça va, je suis là. OK, merci, Monsieur Saint-Jean. Donc, nous sommes vraiment contents que vous êtes là cet après-midi pour pouvoir présenter votre cas. Donc, paraît-il que vous êtes seul à HSN, ou bien les autres vont pouvoir vous rejoindre. Donc, merci. Donc, on va vous permettre de partager votre temps pour la présentation du cas. Bien, merci. Alors, bien, bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez alors? On vous entend parfaitement bien. Ok, très bien. Et je suis Ronald Saint-Jean, technicien de laboratoire, donc responsable du laboratoire de l'hôpital Saint-Nicolas de Saint-Maur. Alors, je suis très content aujourd'hui. Alors, je suis très content. Il y a un problème. OK, merci. Oui, vous pouvez continuer. OK. Je suis très content d'être le présentateur de ce cas pratique lors de cette deuxième session écho, disons écho et session de simulation. OK. Alors, c'est un sujet très intéressant où nous avons tout à fait face avec cette situation ici à Saint-Nicolas. Merci, merci. Donc, on va vous permettre de partager votre écran, mais en attendant, on va retourner à la question qui a été posée. Qui a la réponse exacte, la vraie réponse? Et nous sommes à la deuxième session, bien sûr. OK, merci. HIC, est-ce que vous êtes d'accord avec ces gens? HIC, est-ce que vraiment nous sommes à la première, à la deuxième ou la troisième session? HUJ, est-ce que vous êtes d'accord que nous sommes à la première, deuxième, troisième? Deuxième. Deuxième, merci. Donc, HUJ, HSN, donc vous êtes le gardien de ce soir. Hein? Donc, nous sommes à la deuxième session de simulation. Donc, M. Saint-Jean, oui. Vous pouvez faire le partage d'écran pour que vous puissiez présenter le cas. Monsieur Ahmed, Oui. mais vous pouvez faire ça. Monsieur Saint-Jean,
Oui, oui. Vous avez directement, regardez au bas de l'écran. Share screen. Cliquez directement sur share screen. OK. Et sur share screen, cliquez sur la flèche vers le haut. Jamais. Oui, oui. Je pense que c'est normalement vous qui allez partager l'écran. Hein? Est-ce que vous pouvez faire ça? Je vous donne l'autorisation. C'est vous qui devez partager votre écran. Parce que le fichier se trouve directement sur votre écran. C'est ça? Non, 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 non. Est-ce que vous avez mis le fichier? C'est sur mon portable. Je n'ai pas d'ordinateur avec moi. Et je ne suis pas connecté. Et... OK, donc en attendant, nous allons passer directement à la présentation didactique et on fera la présentation du cas pratique après. Donc, on aura le temps de résoudre ce problème. Donc, étant donné que l'expert est déjà là, il s'est déjà passé de présentation, donc nous allons permettre à Dr. Alexandre Existe de passer à la présentation didactique du jour. Bonjour tout le monde. C'est tout un plaisir pour moi de partager ces quelques minutes avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler un petit peu de ce mal qui fait peur, et ceci de par le monde. Il s'agit de la maladie au COVID-19. Bien entendu, nous n'aurons pas l'opportunité d'entrer dans les détails cliniques. Nous allons essentiellement voir les techniques disponibles présentement pour la confirmation du diagnostic de cette maladie. Le COVID-19, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse. C'est une maladie infectieuse et cette infection, elle est due à la prolifération chez l'homme de pathogènes viraux, donc de virus, à la prolifération chez l'homme, appelé SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, si vous ne saviez pas, apprenez-le tout de suite. Contrairement à ce qui se fait pour les autres pathogènes, je veux dire les bactéries, je veux dire les champignons, les parasites, dans le cas des virus, il faut savoir que la nomenclature est directement en anglais. Donc, quand on vous parle de SARS-CoV-2, c'est pour, le premier S, c'est pour severe, sévère en anglais. Le A, c'est pour acute, aigu en anglais. R, c'est pour respiratory, donc respiratoire. Co, c'est pour corona. V, c'est pour virus. Et on dit SARS-CoV-2 parce que nous avons déjà eu à faire face à un SARS-CoV, le SARS-CoV-1, qui s'est répandu dans le monde vers les années 2002-2003. Donc, on est à la deuxième pandémie due à un coronavirus. C'est pour ça que ce virus a été baptisé SARS-CoV-2, pour bien le différencier du premier SARS-CoV que l'on considère comme ayant été le SARS-CoV-1. Vous le savez certainement, ce pathogène est apparu pour la première fois en Chine, plus précisément à Wuhan, dans la province de Hubei, en décembre 2019.
C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de la maladie au coronavirus 19, parce que c'est apparu en décembre 2019. À partir de cette date, ce virus s'est répandu à travers le monde. C'est une affection qui fait beaucoup parler d'elle. Présentement, chez nous en Haïti, cette maladie fait très peur. On recense pas mal de cas de mortalité et toutes les autorités sont mobilisées pour essayer de faire face à ce mal qui répand la terreur, comme le disait monsieur Lafontaine, ce fabuliste français. Donc, c'est une maladie très actuelle, généralement bien tolérée chez les individus jeunes, où souvent, c'est le portage asymptomatique. Mais si cette infection souvent se traduit par un portage asymptomatique chez les individus jeunes et bien portants, il peut néanmoins être à l'origine de manifestations sévères, en particulier chez les individus affaiblis ou porteurs de comorbidité. Vous savez tous que quand on parle de comorbidité, on voit les individus qui portent des tares, par exemple, vous avez comme tare l'hypertension artérielle, vous avez le diabète, vous avez tout un ensemble d'affections qu'en général, l'organisme supporte plutôt bien, mais qui quand même prédispose ces individus à faire des maladies plus graves que vous et moi, en supposant que vous soyez en aussi bonne santé que moi. Le pathogène, nous le disons, c'est le SARS-CoV-2. Le SARS-CoV-2, c'est un virus. Ce virus, comme tous les virus, est constitué d'une molécule d'acide nucléique qui représente le génome, entourée de protéines formant la capside, et relié à la capside, vous avez une enveloppe. C'est la présentation morphologique de ce pathogène. Le SARS-CoV-2, comme vous le savez certainement, est responsable de certaines manifestations, évidemment chez les sujets symptomatiques. La plus connue est très certainement la fièvre, mais à côté de la fièvre, le SARS-CoV-2 entraîne assez souvent des céphalées qui peuvent être des céphalées atroces. Ça se traduit aussi parfois par de la courbature, le fameux coq rasé des Haïtiens. Et plus récemment, on s'est rendu compte que le SARS-CoV-2 peut aussi engendrer une anosmie, c'est-à-dire l'incapacité ou la difficulté de l'individu à ressentir les odeurs des choses qui se trouvent dans son environnement. Le malade peut également présenter de l'agueusie, c'est-à-dire il ne ressent pas le goût de ce qui lui arrive dans la bouche, à côté d'autres manifestations comme une toux ou encore des troubles liés à une embolie pulmonaire. Cette affection est à prédominance respiratoire. Les manifestations les plus courantes, on pourrait même ajouter les plus graves, en général, touchent la sphère respiratoire. C'est l'embolie pulmonaire qui engendre beaucoup de dyspnée et généralement, dans la maladie au COVID-19, on meurt dans un tableau de dyspnée sévère.
Nous l'avons dit, le SARS-CoV-2, comme tous les virus, est constitué d'un génome, d'une enveloppe capsidiale formée de protéines, on dit capsomérisées, parce que c'est la protéine qui se présente en grand nombre et qui forme une cage autour du génome. Et juste après la capside, vous avez une enveloppe qui est liée à la capside par certaines petites pointes qui sont des glycoprotéines reliant la capside à l'enveloppe. Donc ça, c'est pour la présentation morphologique du pathogène en question, qui est, comme nous l'avons dit, nous vous le rappelons, qui est un virus. Ce n'est pas une bactérie, ce n'est pas un parasite, ce n'est pas non plus un champignon, mais c'est un virus. C'est un prototype de virus qui représente les micro-organismes les plus simples. Les plus simples ne veut pas dire forcément moins pathogène. Ce mal qui fait peur, évidemment, on est tous intéressés à pouvoir l'identifier. Quels sont les outils dont nous disposons présentement pour confirmer le diagnostic? Nous avons vu que le virus est constitué de son génome, c'est-à-dire le matériel génétique constitué d'acides nucléiques. Autour de ce génome, vous avez la capside et tout de suite après, l'enveloppe qui entoure ce génome. Les tests dont on dispose présentement pour confirmer la maladie au COVID-19 peuvent être des tests directs, c'est-à-dire qui cherchent à révéler des éléments même du virus. C'est le cas des tests de biologie moléculaire qui confirment le diagnostic par la révélation de composantes du génome, c'est-à-dire de séquences d'acides nucléiques. À côté des tests qui permettent de révéler le génome, vous avez aussi d'autres tests directs, les tests antigéniques, qui confirment directement le diagnostic, mais non pas en cherchant à révéler des fragments du génome, mais les tests antigéniques de préférence cherchent à confirmer le diagnostic par la mise en évidence d'antigènes, c'est-à-dire de fragments protéiques ou glycoprotéiques provenant soit de la capside, soit de l'enveloppe. On dit des tests antigéniques, comme on le dit des tests de biologie moléculaire, que ce sont des tests directs, parce qu'ils confirment le diagnostic en révélant des fragments même du virus. Donc, ce sont des tests directs. À côté de ces tests directs, vous avez des tests indirects qui, eux, vont chercher à confirmer le diagnostic, non pas en révélant des fragments du virus lui-même, soit de son génome, soit des protéines enveloppant ce génome, mais les tests sérologiques, eux, vont chercher à confirmer le diagnostic
en révélant des anticorps produits par notre organisme en réaction à l'infection par ce virus. Dans ce cas-ci, il existe, le corps synthétise des anticorps suffisamment spécifiques pour permettre, à partir de leur identification, de confirmer le diagnostic. Mais à la différence des techniques dites directes, soit la PCR, ce test de biologie moléculaire, soit les tests antigéniques, qui ne sont pas des tests de biologie moléculaire, mais de préférence qui cherchent à mettre, comme nous l'avons mentionné antérieurement, des fragments antigéniques du virus. Ces tests directs révèlent la présence du virus, soit en confirmant la présence de séquences de son génome, soit en confirmant la présence de fragments protéiques provenant de la capside ou de l'enveloppe. On dit de ces tests que ce sont des tests directs parce qu'ils confirment le diagnostic en révélant des fragments même du pathogène, dans ce cas-ci, du virus en cause. Tandis que les tests sérologiques, eux, ne vont pas chercher à confirmer le diagnostic en révélant des fragments du virus lui-même, mais de préférence, ils cherchent à mettre en évidence des anticorps que notre organisme synthétise en réaction à l'infection par le virus. Les tests directs permettent de confirmer une infection actuelle, qu'il s'agisse de tests de biologie moléculaire, qu'il s'agisse de tests antigéniques. Alors que les tests indirects, parce que ne pouvant être mis en œuvre qu'après un certain temps de l'infection, ces tests confirment que l'individu en question a déjà été en contact avec le virus, mais ils ne vous garantissent pas que l'individu, présentement, fait une infection à ce virus. Donc, les tests sérologiques que l'individu en question a déjà été en contact avec le virus, mais ils ne vous disent pas qu'au moment où le test a été réalisé, que l'individu fait une infection au SARS-CoV-2. Donc, le PCR, c'est le test le plus sensible. C'est le test le plus sensible. Il confirme le diagnostic par la recherche d'acide nucléique du virus lui-même. C'est un examen de biologie moléculaire qui peut se faire uniquement dans des laboratoires avec des installations sophistiquées. Ça nécessite du temps. Et en cas d'épidémie où vous recevez de nombreux échantillons, le diagnostic par PCR est difficile à mettre en œuvre pour tout le monde parce que ça peut nécessiter plusieurs jours pour se réaliser. Donc, vous comprenez que ce test, parce que demandant un outillage long, un outillage assez sophistiqué, pendant un temps assez long, ce test ne peut pas être mis en œuvre dans un environnement limité. Ça suppose que le laboratoire dispose de matériel suffisant, de techniciens suffisamment formés pour pouvoir confirmer le diagnostic. Cependant, il nous faut le reconnaître, c'est le test le plus sensible. C'est-à-dire, c'est le test avec lequel vous avez le moins de chances de rater votre diagnostic. Le test antigénique, nous en avons déjà parlé. Il est disponible sur le marché en de nombreuses versions. Ça correspond à ce que nous appelons aujourd'hui un test antigénique rapide.
il révèle la présence de fragments de l'enveloppe virale. Donc, comme la PCR, le test antigénique vous permet d'affirmer une infection actuelle. Cependant, les tests antigéniques présentement disponibles ne sont pas aussi sensibles que la PCR. Nous l'avons mentionné, les tests sérologiques recherchent les anticorps produits par notre organisme en réaction à la présence de ce pathogène qui est un corps étranger. Et ce pathogène induit la production d'anticorps spécifiques qui vont permettre de confirmer la présence chez nous de ce pathogène. Mais ça peut être aussi des traces d'une infection passée. Donc, les tests sérologiques ne vous permettent pas d'affirmer une infection actuelle au moment où nous parlons. Il faut savoir que, compte tenu de la grande importance de cette infection, il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement en cours et qui, tous les jours, essayent d'utiliser des techniques de plus en plus simples pour la confirmation du diagnostic. Il faut savoir que à tout moment, vous allez avoir de nouvelles techniques à être mises sur le marché, mais ces techniques, ou bien seront des techniques de diagnostic direct, c'est-à-dire qui vont chercher à confirmer le diagnostic par la révélation, soit du virus entier, soit le plus souvent de fragments du virus, soit les techniques qui vont être mises sur le marché pourront être des techniques qui vont chercher à confirmer le diagnostic par la révélation d'anticorps produits par l'organisme en réaction à l'infection par ce virus. Donc, nous sommes en pleine évolution pour ce qui concerne également le diagnostic de cette affection qui est la maladie au COVID-19. Voilà. Je vous remercie pour votre participation et bien entendu, j'attends vos questions pour essayer de clarifier pour vous. OK, merci infiniment, Dr. Exis, pour votre présentation. Donc, si vous me permettez de faire un résumé de votre présentation, on dit que COVID-19 c'est un virus, ce n'est ni une bactérie, ni un parasite. Donc, on dit qu'il existe plusieurs tests pour pouvoir mettre en évidence le virus. Vous avez parlé de test sérologique, antigénique et PCR. Et vous avez dit que le test le plus sensible pour la recherche du COVID-19, c'est bien le PCR. C'était clair? Bien sûr. D'accord, merci. Maintenant, je crois que vous étiez là, vous avez entendu de manière assidue l'expert du jour qui est le Dr. Exis. Maintenant, à vous les sites, à vous les prestataires de poser des questions. Merci. Conan, la première question? Vous avez une question, Conan? OK, merci. J'espère que j'ai été assez clair dans mon exposé. Maintenant, je souhaiterais pouvoir faire des clarifications pour vous dans la mesure où vous avez encore des zones d'ombre. Voilà. La première question? HSB. Merci HSB. Merci de votre participation. Votre première question. OK, bonsoir. Merci, Dr. Alexandre, pour la présentation. Donc, ma question, c'est concernant des tests sérologiques pour la recherche des anticorps. Donc, j'aimerais bien savoir quels sont ces anticorps qu'on va rechercher sur les tests sérologiques. Et ensuite, faites pour moi les différences entre ces deux types
d'anticorps qu'ils vont rechercher sur ce test? Merci, cher ami, pour la question. Comme vous le savez certainement, il y a principalement deux catégories d'anticorps. Vous avez les anticorps qui sont produits assez rapidement, en général, quelques jours, parfois quelques petites semaines après le début de l'infection. En général, ces anticorps produits tôt correspondent à des immunoglobulines de type M. Les immunoglobulines de classe M, ce sont les premiers anticorps produits par l'organisme quand il est infecté par un agent étranger. J'ai dit que ces anticorps de type M sont produits de quelques jours à au maximum 6 mois après le début de l'infection. En général, quelques semaines plus tard, vous avez deux autres types d'anticorps qui commencent à être produits. Il s'agit des anticorps de classe A, les IgA, et un petit peu plus tard, les anticorps de classe G, ce que l'on appelle les IgG. Les IgA et les IgG commencent à être produits en général quelques jours ou au maximum 1-2 semaines après le début de la production des IgM. Les IgA et les IgG surtout sont donc en général plus tardifs dans leur production par rapport aux IgM qui apparaissent plus précocement. Donc, en fonction du moment où vous réalisez votre test sérologique, vous pourrez mettre en évidence des IgM qui sont les anticorps les plus précoces, c'est-à-dire qui sont produits les premiers. Vous pouvez également retrouver des anticorps de classe A, les IgA, ou encore des anticorps de classe G, les IgG. Je vous ai précisé qu'après les IgM en général, ce sont les IgA qui apparaissent et un petit peu plus tard, vous avez la production des IgG qui commence. Dans certains pathogènes, donc dans l'infection par certains pathogènes, la production des IgG peut ne jamais s'arrêter, peut continuer pour le reste de la vie. C'est le cas, par exemple, dans une affection, dans une maladie comme la toxoplasmose, la production des IgG va continuer le reste de la vie. Tandis que les IgM et les IgA, en général, s'arrêtent vers quelques mois après le début de leur production. Merci. Merci, merci HSB. Et vous êtes édifié de la réponse. Donc, on fait place à une merci beaucoup. question. Merci, merci HSB. On fait place à une deuxième question. HIC. HIM. Oui, HIM. HIM, merci, merci HIM. Bonsoir à tous. Je remercie l'autorité pour sa présentation. Alors, je voulais savoir ce que vous en pensez, docteur. À propos, il y a que les
antigéniques aux finalités, ce sont des tests antigènes anticorps, parce que sous la bandelette, ce sont des anticorps monoclonaux que le fabricant dispose. Vous avez parlé de tests de confirmation. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pouvez répondre pour nous, Betty? Paraît-il que le son ne passe pas trop bien? Ouais. Rapprochez-vous plus proche du micro. Mettez-vous un petit peu plus proche du micro parce que la qualité du son laisse à désirer. Merci Betty. OK, donc ici. Oui. Des tests. On dit que qu'aux finalités, les tests antigéniques sont considérés comme des tests antigènes anticorps parce que sous la bandelette, le fournisseur met des anticorps monoclonaux. Donc, c'est au passage de l'antigène, il y a des anticorps sous la bandelette qui fait la réaction. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais merci Betty. C'est tout à fait logique parce que la révélation des antigènes ne se fait pas au hasard. Pour révéler l'antigène, on prépare des anticorps qui répondent à l'antigène et quand on réalise la migration, si jamais l'individu a des antigènes chez lui, ces antigènes, les antigènes du virus, je veux dire, ces antigènes vont reconnaître les anticorps antiviraux déjà fixés sur la bandelette et quand ces antigènes vont rencontrer les anticorps, il se produira la réaction antigène-anticorps avec formation de précipités qui pourront être révélés par une technique quelconque de coloration. C'est bien connu en immunologie. Pour révéler des antigènes, en général, il faut leur présenter des anticorps qu'ils vont reconnaître, ce qui donne lieu à la réaction classique antigène-anticorps avec formation de précipités qui peuvent facilement être colorées. Oui, donc, la démarche, c'est une démarche classique donc, qui est bien connue et qui est classiquement utilisée par les laboratoires dans la mise au point des techniques antigéniques. Merci. Okay. Mais maintenant, pourquoi on considère les tests antigéniques comme des tests de confirmation? Pourquoi? Si pour parler, tu peux juste enlever momentanément. Ouais, momentanément. Maintenant, pourquoi on les considère comme des tests de confirmation? Vous m'entendez? Oui. Pourquoi on considère les tests antigéniques comme des tests de confirmation alors que ce sont des tests antigènes anticorps? Nous l'avons dit, les tests les plus sensibles présentement, ce sont les tests de biologie moléculaire, la réaction chaîne de la polymérase, la PCR. Pourquoi est-ce qu'on considère comme que ce sont des tests de confirmation? En fait, tout test qui cherche à révéler soit le pathogène en entier, soit des fragments du pathogène, c'est un test de confirmation parce que ce n'est pas un test qui cherche à révéler de façon indirecte des anticorps produits en réaction à la présence du pathogène. Ce sont des tests qui vont révéler des fragments du pathogène lui-même. Donc, ce sont des tests directs, des tests que l'on peut, à juste titre, considérer comme des tests de confirmation. Merci Betty. Vous êtes d'accord? Donc, je sais que c'est un sujet d'actualité. On voudrait poser pas mal de questions. Donc, il y a une question. Ce sera la toute dernière. Et pose-la en quelques secondes. S'il vous plaît. Allô? Oui. Oui. Merci. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que si une personne était testée positive en 2020, en 2021, la même personne pourrait être positive, s'il vous plaît? Testée positive.
Merci pour la question. Il faut savoir que concernant le SARS-CoV-2, oui, concernant le SARS-CoV-2, il y a beaucoup d'éléments qui ne sont pas encore 100% clairs. Il faut savoir que parmi les pathogènes qui peuvent nous infecter, nous autres humains, vous en avez qui confèrent une immunité définitive. C'est le cas, par exemple, de la toxoplasmose. Toxoplasme gondii, quand il vous infecte, après cette première infection, tant que vous êtes immunocompétent, vous ne pouvez plus être réinfecté par le même pathogène, par Toxoplasma gondii. Cependant, il y a d'autres micro-organismes, d'autres pathogènes donc, qui peuvent vous infecter à plusieurs reprises. C'est le cas, par exemple, pour l'agent de la typhoïde, le bacille d'Hébert. Vous pouvez faire de la typhoïde à plusieurs reprises. Il existe d'autres pathogènes, par exemple, l'agent de la malaria, le plasmodium. Vous pouvez être infecté par le plasmodium à plusieurs reprises. Mais pour ce qui concerne le SARS-CoV-2, apparemment, ce pathogène peut être à l'origine d'infections multiples chez le même individu. Mais je suis obligé de m'exprimer un petit peu au conditionnel parce que il existe pas mal d'éléments qui ne sont pas encore très clairs concernant ce pathogène. Mais d'après les informations disponibles, on serait capable d'être infecté à plusieurs reprises par le SARS-CoV-2. Mais remarquez que je prends le soin de m'exprimer au conditionnel parce que, comme vous le savez, c'est un pathogène tout nouveau et pour lequel toutes les informations ne sont pas encore parfaitement maîtrisées. J'espère avoir été clair. Merci. OK, merci HIM de votre participation. Je sais que c'est une question, c'est un sujet d'actualité. Je suis certain que vous avez pas mal de questions. Mais malheureusement, on devrait s'arrêter aux questions. On devrait s'arrêter. On pourrait quand même planifier une autre session similaire pour le cas du COVID qui est un sujet d'actualité. Donc, je vous comprends, mais c'est le moment d'applaudir chaudement l'expert du jour. Votre applaudissement, s'il vous plaît. Merci. Donc, je vais voir si vous avez suivi attentivement l'exposé, je vais poser une toute petite question. Donc, la question est la suivante. La technique la plus sensible pour confirmer la maladie au coronavirus en ce moment sont les tests antigéniques, B, les tests sérologiques, C, la PCR, D, l'hémogramme, E, dosage des protéines. Je reprends la question. La technique la plus sensible pour confirmer la maladie au coronavirus en ce moment est test antigénique, B, test sérologique, C, PCR, D, l'hémogramme, E, dosage des protéines. Donc, maintenant, il faut avancer à notre deuxième présentation, c'est la présentation du cas. Oui, je vous reviens, HSB, vous avez déjà la réponse. Merci. Donc, maintenant, on va passer à notre présentation de cas classique. Donc, le cas, comme je vous ai dit, va être présenté par l'éminent Ronald Saint-Jean qui travaille à l'hôpital
c'est Nicolas de Sémar. Donc, Ronald, on va projeter pour vous, mais en attendant, on voudrait avoir la réponse de la question. Donc, HSB, quelle est la meilleure réponse? HSB, la meilleure réponse pour la question? C'est la piscine. PCR. La On va PCR. tout le monde applaudir HSB, s'il vous plaît. Merci, merci. Donc, à tout seigneur, tout honneur, nous accueillons la présentation du cas d'aujourd'hui qui est Monsieur Ronald Saint-Jean. Merci, Ronald, pour votre présentation déjà. Monsieur Ronald. Oh oui, ça va? Oh oui. Oui. J'ai déjà fait la présentation. Je pense que ce cas, c'est très intéressant. Donc, nous avons fait face avec cette situation à GSM pendant plusieurs fois. Plusieurs reprises. Ça a été vraiment intéressant. Alors, Samuel? Oui. Oui, vous pouvez avancer. Oui. Alors, ce cas pratique, normalement, concerne les domaines suivants, le système de management de la qualité, comme plainte et réclamation, assurance de qualité, les tests. Il concerne aussi les procédures analytiques, les méthodes et le compte rendu des résultats, la diffusion des résultats aussi. OK? Ce cas concerne, normalement, c'est des tests de PCR qui vont être réalisés pour des patients. C'est bien une famille qui est composée du père, de la mère et d'un enfant. Ces personnes-là vivent sous le même toit et la famille a un enfant, alors l'enfant aîné, l'aîné de la famille, ne vit pas avec son père et sa mère. Donc, il est à l'étranger. Et maintenant, à l'université, il va être gradué. Et la famille qui, normalement, est en Haïti, et va participer à la cérémonie de graduation de leur aîné. Et normalement, par rapport avec cette situation, donc, il y a obligation à toute personne qui, normalement, devrait voyager, donc, il leur faut un test PCR négatif. C'est ainsi que, après avoir effectué les tests COVID, la mère est positive, tandis que les deux autres personnes, à savoir le père et l'enfant, sont négatifs. Je vous ai dit tantôt que ces personnes-là, ces trois personnes-là vivent sous les mêmes toits. Ils n'appliquent pas les gestes barrières. Maintenant, pour réaliser cette situation, le prélèvement, le test, etc., donc il y a toute une série d'actions qu'il faut entreprendre. Normalement, la personne qui va réaliser le prélèvement, donc il fait la préparation des matériels de prélèvement, il prend les équipements de protection individuelle, c'est ce qu'on appelle PPI, okay, à savoir gants, blouse, sous-blouse, etc. Et il faut remplir les fiches de demande de test.
Il y a aussi ce qu'on appelle des fiches de notification, à savoir les informations concernant les patients, l'adresse, l'âge, toute une série d'informations. Et ensuite, le technicien, le personnel réalise le prélèvement naso et oropharyngé. Donc, c'est un test normalement qui est basé sur la biologie moléculaire. Et l'obligation est faite normalement de faire le prélèvement naso et oropharyngé. Et ensuite, les introduire, les applicateurs pour les introduire dans le milieu VTR. Après le prélèvement avoir été réalisé, donc il faut envoyer les échantillons au laboratoire, ou au laboratoire on les reçoit au niveau de la réception. On procède ensuite à la décontamination externe, ensuite enregistrement externe des échantillons. Après, on va transférer ces échantillons-là au niveau où l'on va réaliser les tests. Mais avant, il faut décontaminer les échantillons au niveau du laboratoire et on va passer normalement à la réalisation du test. Maintenant, pour faire le test, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'inoculation de 600 microlitres de la préparation dans la cartouche d'une experte avec une micropipette. Mais il faut dire aussi qu'il faut mélanger les échantillons. Donc, c'est après avoir réalisé le mélange, donc on fait l'inoculation de la quantité de l'échantillon dans la cartouche avec la micropipette. Et c'est ainsi on va sur l'appareil d'une experte. Donc, on a les informations concernant les patients, le code d'identification. On fait le scanner. On le scanne, ok, les cartouches. Et ensuite, on démarre les tests avec le programme indiqué. 3 tests dans l'appareil d'un expert, donc maximum, les tests vont prendre jusqu'à 50 minutes. Après cette durée-là, on va faire la notification des résultats. Une fois noté, on va décontaminer les déchets. Normalement, les cartouches vont être retirés de la machine. Décontaminer les déchets et on fait une forme de paquetage, des déchets dans une zone de stockage. Les restes d'échantillons, on va les conserver au réfrigérateur à température normalement indiquée, commandée. Ensuite, on transcrit les résultats et on les envoie au prescripteur ou au médecin. Donc, une fois arrivé au médecin, donc le médecin va faire la divulgation des résultats au patient. Ensuite, M. Hamel, donc, comme étant c'est le laboratoire qui fait l'enregistrement des résultats, on voit bien que ces résultats concernent bien deux pères, d'une mère et d'un enfant. Or, ces résultats, alors pour la mère, c'est positif et pour les deux autres, c'est négatif. Donc, déjà, ça mérite quelques considérations. Et comme ces 3 personnes-là vivent sous le même toit et on a des résultats différents, donc ça pose pas mal d'interrogations au niveau du laboratoire. Donc, qu'est-ce que nous autres, au niveau du laboratoire, nous avons fait comme action
nous avons vérifié est-ce que les procédures sont bien respectées lors de l'enregistrement de l'échantillon, lors de l'étiquetage de l'échantillon et lors de la manipulation des échantillons. Ensuite, comme ce n'est pas le laboratoire normalement qui réalise le prélèvement pour les patients, donc on voit la personne qui réalise le prélèvement, voir effectivement est-ce que c'est cette personne-là, donc c'est sur cette personne-là qu'on a fait le prélèvement. Donc, est-ce que le prélèvement a été réalisé normalement? Et donc, puisque nous a confirmé, cette personne-là nous a confirmé que le prélèvement a été fait normalement, donc qu'est-ce qu'on amène? Vous pouvez l'écouter, s'il vous plaît? OK. Donc, qu'est-ce que nous avons pensé à entreprendre comme action? C'est reprendre le prélèvement pour la personne, pour toutes les personnes, mais pour voir est-ce que nous pouvons faire réaliser des tests dans un autre laboratoire avec une autre technique. HSL. HSL. HSL, oui. On vous reçoit très mal. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, ça va pour nous. Ah? Je ne sais pas, est-ce que c'est au niveau du micro? Au niveau du micro. Et c'est des Est-ce que vous bougez le micro? Hein? Il est disponible, ça ne va pas vraiment. Les autres sites, est-ce que vous entendez bien? Oui, je vous entends très bien, jamais. Non. Je demande aux autres sites. Aux autres sites. Est-ce qu'ils. HUP, est-ce que vous entendez très bien les HSL? HUP, vous entendez HSL très bien? Maintenant. HSL, pardon. Est-ce que ça va? Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. HUP, est-ce que vous entendez très bien? Oui. Est-ce que vous entendez bien? Oui. OK, vous pouvez continuer. Continuez. Oui, nous sommes au niveau des actions entreprises. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? C'est on vérifie est-ce que les procédures ont été respectées lors du prélèvement, lors de l'enregistrement des échantillons et ensuite lors de la manipulation des échantillons et lors du test. Et on fait la reprise du prélèvement et pour réaliser le test dans un autre laboratoire à partir d'une autre technique et très sensible, c'est ce qu'on appelle les RT-PCR. Donc, en ce sens, on a le laboratoire national de santé publique qui est le laboratoire de référence. Donc, on envoie les échantillons au niveau du laboratoire national justement pour répondre les tests. Alors, quelles difficultés que nous avons rencontrées et pourquoi nous avons considéré ces cas normalement présentés lors de cette session? C'est parce que nous voyons que il y a pas mal de difficultés qui se présentent. M. Amel. M. Amel, ça va? Oui. Nous voyons qu'il y a pas mal de difficultés pour le praticien, pour le clinicien, normalement de donner des explications à ce phénomène, qui est la différence des résultats pour une famille qui normalement se trouve chaque jour sous une même loi.
vous savez, il y a souvent un problème d'éducation où tout le monde ne sait pas vraiment comment comprendre cette situation. Et l'autre raison, c'est d'avoir beaucoup plus d'éléments à partir des conseils des autres sites pour pouvoir mieux gérer cette situation. Parce que déjà, comme je vous l'ai dit, donc, on a fait face avec cette situation pendant plus de 2 fois à HSC. Je pense qu'on va trouver pas mal de conseils à travers les experts, les autres sites, et justement pour pouvoir mieux gérer cette situation à HSL et peut-être dans les autres sites aussi. Merci infiniment, Ronald. Si vous me permettez de faire un résumé de votre cas, c'est qu'il s'agit d'une famille de 3 personnes, père, mère et un enfant qui voulait effectuer un voyage vers l'étranger et qu'après avoir réalisé le test de Covid, donc les 2 d'entre eux, à savoir le père et l'enfant, sont négatifs alors que la mère est positive. Donc, vous avez dit que vous avez effectué des tests dans un autre laboratoire pour prendre vérification et par la suite, difficulté au médecin d'expliquer aux parents la possibilité d'avoir un résultat négatif. Donc, c'est ça. Maintenant, je demande au site périphérique de poser les questions, toutes les questions de clarification, permettant d'avoir une idée beaucoup plus claire, beaucoup plus élargie du cas qui s'est présenté à HSL. Donc, là, vous allez poser seulement des questions de clarification, éviter d'apporter des solutions et de faire des recommandations. Merci aux autres sites de pouvoir poser des questions de clarification à Ronald Saint-Jean. Les questions de clarification concernant le cas. Là, vous êtes libre de parler créole ou français. Là, on est d'accord. Si nous avons des questions, nous allons poser en créole ou bien en français. Merci déjà. C'est participation qui compte, ce n'est pas la langue. Non. Question de clarification pour ces morts. La paix. La paix, les questions de clarification. Donc, songez à l'ouvrir le micro, s'il vous plaît. À chaque fois qu'on a parlé. Les questions de clarification. HUJ, pas une question de clarification pour ces morts. HSB. Donc, on peut comprendre oui, cette monsieur situation. Hamel. Donc, oui, monsieur Hamel. Donc, si je bien comprendre ce que ce monsieur vient de présenter, ce cas, donc il a dit que c'est une famille qui vient et ils ont fait un test PCR pour 2 enfants et une mère. Et il y avait une qui a un test positif et qui a refusé le résultat en voyant ce même spécificatif. C'est ça? Oui, donc une famille composée de 3 personnes, le père, la mère et un enfant. Donc, ils voulaient voyager, ils ont effectué le test. Le test du papa et de l'enfant sont négatifs, alors que la mère
et son résultat est positif. Or, ils n'utilisent pas les mesures barrières et ils cohabitent ensemble. C'est ça le problème. Donc, ils ont refusé, la mère refuse le résultat de la positivité. Comment vous le comprenez? Comment comprendre ça? Oui, oui. Donc, je pense que c'est un cas qui était très complexe. Si au préalable, donc, dans la phase préanalytique, donc si ils ont respecté les principes, par exemple, s'il n'y avait pas le problème d'antiquetage, ou bien s'il n'y avait d'autres prélèvements qui ont fait pour les autres patients, donc peut-être c'est peut-être un problème d'étiquetage. Bon, pour moi. Donc, merci, évitez de faire des recommandations déjà, des questions de clarification qui vont vous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner. Là, on attend après pour les questions, pour les recommandations. La session de recommandation ASB, on garde la recommandation pour après. Donc là, on est en question de clarification. Ça permet tout le monde capable de mieux cerner le cas, comment comprendre le cas. C'est ça. Bon, peut-être que c'est un peu logique. Bon, je ne sais pas si la mère elle-même, elle n'avait pas de contact avec d'autres personnes qui ont été testées positives. Donc, je pense que si toutefois on dit que dans la littérature que la PCR c'est un test très sensible et cela arrive que la mère est positive et les autres personnes sont négatives. Donc, si la personne avait d'autres contacts avec d'autres personnes, même s'ils n'ont pas respecté les mesures barrières, mais je pense que cela peut arriver. Question de clarification, précisément. Et M. Ahmed, ça va? Alors, le problème, c'est pas ça peut arriver ou pas. On sait bien que ça pourrait arriver. Mais c'est les actions entreprises de notre côté, est-ce que c'est normal? OK? Ou bien, quelle action encore qu'on doit entreprendre? Quelle action? Et HIR. Quelle action qu'on doit entreprendre? D'abord, il faut regarder ça sur plusieurs angles. Est-ce que les enfants n'avaient pas déjà été contaminés avec la COVID et qu'ils ont développé des anticorps qui les protègent? Donc, il se pourrait que c'est pour ça qu'ils sont négatifs. Parce que je suppose que c'est un test antigénique. On a fait un test ici. Ça peut arriver si les enfants ont des anticorps de protection. Deuxièmement, c'est vrai, bon, on dit que les gestes barrières n'ont pas été respectés. Mais n'oublie pas que ça se transmet par des problèmes. Il se pourrait quand même qu'il y ait une distanciation lorsque les enfants sont en contact avec leurs parents ou lorsqu'ils portent. Et ensuite, ça va dépendre aussi de la charge virale de la personne. Donc, je me souviens avoir lu un article de l'OMS où l'OMS dit que les personnes asymptomatiques ne sont pas trop contaminantes. Donc, on remarque que les personnes asymptomatiques, comment dirais-je, ne contaminent pas vraiment d'autres individus parce que ces gens-là ont une charge virale très, très basse. Donc, sur ces bases-là, ça peut arriver sans problème. Donc, c'est normal. Merci. HIM pour la question de clarification. Donc, s'il n'y en a pas d'autres questions de clarification, je demande à l'expert de poser également leurs questions de clarification à HSL. HSL, M. Ahmed? Oui. Je voulais ajouter quelque chose.
et pour l'édification des autres sites, c'est que les parents, à savoir le père et la mère, donc ils n'acceptent pas le résultat positif. Parce que c'est leur aîné, normalement, qui va être gradué, ils veulent à tout prix participer. Donc c'est là le problème. Oui, bon. Il faut savoir que même dans le cas d'un pathogène très contagieux, les contaminations ne se produisent pas avec la même vitesse pour tout le monde. Ça veut dire que même dans le cas d'un virus aussi contagieux que le SARS-CoV-2, ça arrive, et c'est bien connu, qu'il y a de ces situations qui vont se présenter où, même dans l'enceinte familiale, tout le monde n'est pas contaminé au tout premier coup. Ça ne veut pas dire que maintenant que la positivité de la maman a été confirmée, que si le reste de la famille ne prend rien comme disposition, et le papa et l'enfant ne vont pas devenir positifs aussi. Mais ça peut arriver qu'au premier ou au deuxième jour, qu'il ne soit pas encore contaminé. Ça, c'est tout à fait possible parce que, quel que soit le pathogène considéré, la contamination va nécessiter un peu de temps. Ça peut se faire rapidement au tout début, mais il peut arriver que ça ne se fasse pas au tout début et que ça attend encore un petit peu. Autre chose à considérer, évidemment, au moment où les tests ont été réalisés, seule la maman a été trouvée positive. Est-ce que les deux autres, le papa et l'enfant, ont eu le temps de négativer une positivité passée? On ne sait pas. Mais ceci reste du domaine des choses possibles. Parce que quand on est positif, ça ne veut pas dire qu'on va rester positif indéfiniment. Donc, il se peut qu'ils aient été positifs antérieurement et qu'ils aient eu le temps de négativer le test. Donc, ça, on ne pourra pas le savoir au prime abord, mais a priori, ces tests, tels que les résultats se sont révélés, voudrait dire que la maman venait juste d'être contaminée et que le père et l'enfant n'avaient pas encore été contaminés. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Il faudrait beaucoup d'investigations pour arriver à des conclusions claires. Merci. Merci. Et pour les questions de clarification, malgré l'expert a apporté également des éléments de solution, de recommandation. Donc, on avait entendu vraiment les questions de clarification. Maintenant, on doit passer aux recommandations. Donc, HSN a trouvé le cas, il a réagi d'une manière. Donc, et vous, les autres sites, si vous faites face à une telle situation, donc comment est-ce que vous allez pouvoir réagir? Quelles sont donc les recommandations qui doivent se faire dès aujourd'hui dans le cas où vous faites face à une même situation afin de pouvoir trouver les meilleures solutions? Quelles sont donc
vos recommandations pour HSN face à la situation, ça, quelles recommandations on a fait pour la prochaine fois que nous avons face à telle situation pour être capable de résoudre le problème ça. Il faut parler avec la famille, leur expliquer aussi. Comme la maman n'accepte pas qu'il a un résultat positif, c'est parce qu'il n'est pas au courant, il ne connaît pas les principes du virus, elle n'a pas, excusez-moi, elle n'a pas assez d'informations. Donc, il faudrait prendre du temps pour parler avec les gens parce que cela arrive. Il y a des questions de formation pour les clients du labo, probablement avant le prélèvement, tout ça. Je ne sais pas, lorsque les gens arrivent au laboratoire, on peut prendre 5 à 10 minutes pour faire des séances de formation, de sensibilisation pour les gens. Merci, merci. Merci, HUM. D'autres recommandations? Donc, vous pouvez constater qu'on est en dehors de l'heure. Et vraiment, parce que ça devrait durer 1 heure de temps. Là, on déborde vraiment. Est-ce que vous me permettez, dans 5 minutes, de faire les autres activités afin qu'on puisse terminer la session normalement? Vous me permettez? OK, si vous me permettez, on continue avec les recommandations. Est-ce qu'il n'y a pas une deuxième recommandation? S'il n'y a pas une deuxième recommandation, on demande à l'expert d'apporter les éléments de solution, mais de faire ses recommandations. Oui, comme vous le savez, le SARS-CoV-2, c'est un virus extrêmement contagieux. D'ailleurs, vous en subissez les conséquences au quotidien. J'ai bien noté que tout le monde est bien masqué pour se protéger contre ce pathogène. De toute ma vie, je n'ai pas souvenir d'avoir déjà vécu cette situation où on est obligé de passer des journées entières avec des cache-nez. C'est vous dire que nous avons affaire à un pathogène extrêmement contagieux. Donc, les mesures barrières continueront à être appliquées jusqu'à ce que l'humanité arrive à se débarrasser de ce mal qui nous fait la terreur. Il faut bien réaliser aussi que vous pouvez avoir à faire face à des patients, des gens qui n'acceptent pas leurs résultats. Il ne faut pas mal prendre la chose parce que je sais que dans vos positions, il vous arrivera de recevoir des patients qui sont testés positifs, mais qui n'arrivent pas, en tout cas pas au prime abord, à accepter ces résultats positifs. Donc, il faut savoir que cette situation existe. Donc, quand elle se présente à vous, il faut prendre le soin d'expliquer aux patients que cette situation peut arriver et qu'il n'a pas à protester contre le niveau de compétence du technicien qui a réalisé le test. Maintenant, si malgré vos explications, malgré vos conseils, la personne continue à avoir une réaction négative par rapport à son résultat qui a été trouvé positif, mais il ne faut pas en faire un drame. Il faut savoir que cette situation peut se présenter. Évidemment, vous allez expliquer du mieux que vous pouvez la situation à la personne. Vous allez essayer de lui expliquer que
ça ne veut pas dire que forcément qu'il va développer des manifestations, mais ça la prédisposera aussi à prendre les bonnes dispositions pour essayer d'anticiper la survenue d'éventuelles manifestations. Donc, il faut bien comprendre cette réalité et cette situation qui est valable pour le SARS-CoV-2, elle pourrait aussi se présenter avec d'autres types d'infections. Il y a des gens qui acceptent difficilement les mauvais résultats. On va l'appeler comme ça, mauvais résultats. Bon, en tout cas, ce n'est pas la situation souhaitée. Mais ça arrive et ça arrivera encore. Quand on vient tester une population, là, nous sommes dans le cadre d'une famille, mais ça pourrait aussi viser une population plus grande. Par exemple, quand il y a un cas qui se déclare dans un office, dans un milieu quelconque, souvent, on essaie de tester tout le monde et parmi toutes les personnes testées, même celles qui sont exactement dans le même milieu, même parmi elles, on va trouver des résultats positifs et des résultats négatifs. Ça, c'est une réalité. Il faut que vous soyez assez conscient, suffisamment conscient de cette situation pour pouvoir arriver à bien faire passer le message aux gens, à bien leur expliquer que c'est le genre de choses qui arrivent. Ce n'est pas ce que l'on souhaiterait, mais ça peut arriver. Mais même quand ça arrive, il faut que la vie continue. On ne va pas en faire une fin du monde. Et passer à la personne les bonnes informations pour essayer d'éviter que sa situation ne s'aggrave. Merci. Merci. Je crois que vous avez entendu toutes les recommandations. Donc, les recommandations sont presque les mêmes. Donc, vous vous rappelez que la situation, c'est que c'était une famille composée de 3 enfants qui voulaient voyager et qu'on a effectué le test. 2 d'entre eux sont positifs alors que la mère est négative. Donc, on refusait vraiment d'accepter la positivité de la mère. La mère. Et la mère est positive, bien sûr. Donc, alors que les 2 sont négatifs. Et comme recommandation, donc, il est important de faire toujours le counseling post-test pour qu'on arrive à mieux expliquer aux parents que ce cas-là pourrait exister. Donc, c'est ça, parce qu'il faut toujours essayer d'utiliser les mesures barrières. Donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre session. Donc, vous savez que la toute prochaine session sera pour jeudi prochain, donc jeudi 10. Donc, ce sera le lancement officiel, ce sera notre prochaine session. Donc, sincèrement, les mots nous manquent pour vous remercier de votre participation, de votre engouement, malgré nous sommes vraiment débordés par l'heure, mais vous étiez vraiment là pour pouvoir assister, participer, poser des questions de clarification, faire des recommandations. Donc, parce que les problèmes que HSM confronte pourraient les mêmes à HUM, à HIC, ainsi que tous les autres sites. Donc, sur ce, je vous dis merci infiniment. Merci de votre participation et on se voit la semaine prochaine. Donc, vous n'avez pas eu le temps de remercier, d'applaudir M. Ronald Saint-Jean de CEMOR. C'est le moment de l'applaudir après de donner la parole à Dr. Bito qui est là et qui voulait apporter son mot. Merci. Applaudissez Saint-Jean, s'il vous plaît. Ouvrez la micro. Ouvrez la micro pour les applaudir. Ouvrez la micro. Malheureusement, vous n'avez pas eu le temps de ouvrir le micro.
Merci. Donc, le tout dernier mot, c'est à Dr. Buteau, avant de clore. Et alors, bonsoir tout le monde. Je vous félicite tous de cette belle session d'échange. Et je remercie Dr. Exis de sa brillante présentation et des recommandations qu'il a su donner pour éclaircir le sujet. Et je pense que la semaine prochaine, jeudi, on aura donc une superbe lancée d'éco. Et on va servir d'exemple, j'espère, pour d'autres pays à venir. Je vous félicite encore tout le monde et puis à la semaine prochaine. Merci. Merci, Dr. Buteau. Merci, Asma, Conan, Juta, le professeur Brice. Vous n'avez pas au moins un petit mot? Vous n'avez pas un petit mot? Conan, Juta, Asma, vous n'avez pas un petit mot? Oui, en fait, vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui, parfait tout le monde. Merci beaucoup pour votre engagement et tout. Ça se montre vraiment l'effort et le travail que tout le monde a alloué au projet ECO. Alors, merci beaucoup. Et on souhaite vous voir la séance prochaine pour le lancement et pour toutes les sessions qui suivent. Et rappelez-vous que ECO, c'est vous vraiment, c'est votre engagement, c'est les cas que vous présentez, ce qui vous intéresse, etc. Alors, merci beaucoup et merci à l'équipe du Hub, Dr. Buteau, vous, Amel et tout le monde. Et notre expert, bien sûr, Monsieur Existe. Merci beaucoup. Merci. Ensemble, nous allons applaudir les deux présentateurs, c'est-à-dire le présentateur de cas et le présentateur didactique. Merci de les applaudir chaudement, tout le monde. Merci. Sur ce, je vous dis au revoir à la prochaine et j'espère bien vous revoir jeudi prochain. Et n'oubliez pas de nous envoyer les cas parce que ce sont les cas qui vont faire grandir notre communauté de pratique. Donc, merci infiniment. Sur ce, je vous dis merci, au revoir, à la toute prochaine. Merci. Merci.